Salut tout le monde, bienvenue dans un nouvel épisode de QLS. Un épisode en sérénité, Brad. Est-ce que tu peux nous dire pourquoi on est serein aujourd'hui? Parce que Stark ne m'a pas attaqué aujourd'hui. Voilà, Stark, mon chien, pour ceux qui ne savent pas. Là, il commence à progresser, c'est pour ça qu'on est dans le salon. Il est détente. Là, il est bien là. Il m'a reniflé tout ça. Voilà. Après, il a dit non, lui, ça monte de la T'as famille. reniflé où? Alors, parlons basket, parce que je vois lui, il commence à partir déjà dans des endroits où je ne veux pas aller. Ah, mais Stark, il veut aller. Bon, bref, time out. Comme l'arbitre. Je mettais des techniques comme ça. Pour ceux qui nous regardent et qui sont arbitres, ça veut dire quoi ça? Parce qu'il y en a, ils pensent que ça veut dire technique. C'est comment ton week-end? Bah écoute, basket, je fais 5 dévals, j'ai fait les stats là. Bien, Je mets 10 points, voilà quoi. c'est bien. On perd. On perd, mais on fait un des meilleurs matchs défensifs qu'on fait dans l'année. On perd 53-59 contre une équipe qui nous avait mis 45 points au match aller. C'est vrai. D'écart, hein, Chez 45 eux. points. Donc voilà, sachant qu'on n'avait pas notre pivot titulaire, mais bon, c'était pas plus mal parce que bah, au moins on était un peu... Franchement, il y avait un vrai esprit d'équipe, donc ça c'était quand même positif. C'est une équipe qui est quand même dans la première partie de classement, donc on va... même si tu dis qu'il n'y a pas de défaite encourageante, je préfère faire ça que manger moins 20 contre Bondy ou moins 40 contre C'est sûr, Paris Intégrité, tu vois. c'est clair. Après, voilà, hein, la salle, ça sert parce qu'en défense, je suis quand même un peu mieux. Maintenant, faut que je retourne à la ouf faire un peu de tir. Et toi? Toi, t'as fait du cardio, je crois, hier. Moi, un peu d'athlétisme. D'athlétisme. Voilà. J'ai beaucoup joué, franchement, un gros temps de jeu. Après, je connaissais pas enfin, je connaissais un peu l'athlé, mais moi je me suis inscrit au basket. Du coup, j'ai fait un peu des soucis, des allers-retours. Après, j'ai joué au basket en fin de match. Et bien sûr, je mets dedans parce que j'adore ces moments-là. Mais du coup, c'était Ok. un peu trop tard. Ok, Thomas Martel. Amine. Je vais vous mettre le classement de la prédate pour qu'on voit si... D'ailleurs, ton fichier Excel, il est à jour là? Là, je suis à jour. T'as combien là? Je suis à 11,65, je crois. Putain, t'es encore au-dessus de moi. C'est catastrophique. Oh, mais tu fais des matchs à 1 point, mon frérot. Quoi, j'ai fait des matchs... Ah oui, contre toi, mais t'as mis 2, donc c'était pas beaucoup mieux. Ok, bon bref. Je sais que... Tu sais, ça se trouve, je me dis, les intros, ça leur casse les couilles. Ils veulent entendre parler d'Euroleague, on fait de plus en plus long. On fait des intros de 5 minutes, tout ça. Ils veulent pas entendre parler d'Euroleague, ils regardent pas. C'est vrai. On va faire 1 heure d'intro. On va raconter nos Non, vies. tu sais que j'ai commenté la publication de Bleacher Report sur Kyle Lowry, là, qui a signé à Philadelphie et tout. J'ai dit, ça va rien changer. Et il y a un gars qui a commenté en français et tout, il a dit, ouais, d'ailleurs, continue tes vidéos et tes podcasts, nanana, fais-en pour les bigs aussi, j'aime bien. Donc, tu vois. Ah, c'est bien, c'est Dis bien. rien, Non, c'est bien, Butcher Report, hein, tout ça. Ah. Bientôt, de toute façon, restez connectés, parce que bientôt, il y a une interview là qui arrive. Oui, bah de toute façon, j'ai mis le teaser. Donc, mercredi, je la sortirai mercredi, là, Oh on là est là. dimanche. Oh là là. Je vais essayer de sortir l'épisode de QLS ce soir. Et mercredi, je sors l'interview de Isaac Ordinier Ouais. en entier. On a fait 1 heure d'interview, franchement, on a bien parlé, donc c'est un vrai bon gars. Bon, on va parler de lui aujourd'hui aussi, mais J'étais pas là encore, mais c'est pas grave. peut-être moins positif. Ok, bon, on s'y met? Let's go. Je bégaye un peu. Donc on commence par... Les clubs français. Swipe up. C'est parti. Alors, les clubs français. Bon, on parle vite fait de l'Asvel. En fait, rapide. ouais, parce que c'est de l'autre côté, moi j'aimerais aller, mais parlons de l'Asvel. Ouais, on débarrasse. Mais bah, l'Asvel a perdu. Ils ont fait un match à leur image. Sans Youssouf Aval. Sans Youssouf Afal, on va dire un match plutôt équilibré. Mais comme d'habitude, je les ai trouvés trop permissifs en défense. C'était un peu porte ouverte, chacun fait ce qu'il veut. Et ils ont souffert un petit peu au rebond. Après, c'est vrai qu'en attaque, je les ai trouvés plutôt efficaces, pour le coup. Ils ont pas pêché et ils finissent le match à 80 points, ce qui j'ai pas été vérifié, mais je crois que c'est au-dessus de leur moyenne habituelle. Sûrement. Hein. Donc voilà. Mais après, de l'autre côté, malheureusement, ils sont tombés sur un os. C'est un sacré os, hein. Et on va pouvoir aller dessus, et je parlerai plus de lui un peu plus tard, mais le match de Cody Miller-McIntyre est assez exceptionnel. C'est incroyable. Il fait un triple-double et il était déjà en... Il était à 17 passes au troisième quart, 10 passes à la mi-temps. Mais à la mi-temps, Non, c'est ça. 10 passes avec 4 minutes 10 qui restent dans le deuxième quart. C'était hardcore et ce qui lui manquait, c'était les points. Donc comment vous dire qu'il était en train de bousiller dans tous les catégories statistiques du basket, et en tout cas les plus grandes. Donc franchement, non. J'y reviendrai un peu plus tard sur lui parce que je veux vraiment qu'on puisse s'arrêter sur ce qu'il a fait, sur sa performance. Mais si je reste sur l'Asvel,
Bah, j'ai pas plus grand chose à dire. Leur saison elle est déjà terminée en Euroleague, hein. Ça fait un petit moment qu'elle l'est. Ils essayent de produire des petites choses. Voilà. Alors, sur l'Asvel, moi j'ai quand même bien aimé le début de match de Paris Lee, qui était dans le scoring, dans la création, Ouais. qui malheureusement se blesse, Mhm. qui peut pas finir le match. Yakov aussi, qui a fait une entrée C'est vrai. mieux, C'est qui vrai. a scoré quand il est rentré en première mi-temps et C'est tout, qui vrai. a été agressif. Donc c'était bien. Et du coup, bah, comme je crois qu'Yakov a eu des problèmes de faute, ou que de toute façon, vu que Paris Lee était blessé, on a vu Boris Dallo en fin de match, qui a eu aussi, qui a envoyé une petite passe pas mal là. Je sais pas si t'as vu, j'ai Oui, mis en oui, story. si. Et voilà, en plus, c'était intéressant d'avoir un mec comme Boris Dallo sur Cody Miller-McIntyre, parce qu'en termes de physique, ça correspondait, tu vois. Cody Miller-McIntyre, évidemment, on va y revenir, Oui. vous savez dans quelle catégorie, On va en on va parler pas en parler. Marcus Howard aussi qui fait quand même un gros match. J'ai encore écrit Marcus Howard, vas-y lui. Beaucoup d'adresses de la part de Baskonia. Bon voilà, c'était mérité, on va dire. C'était mérité pour Baskonia. J'ai juste une question. À quoi sert Deshaun Thomas ? Je sais pas. Les serviettes peut-être. À part se faire laver par Shima Moneke, j'ai écrit. Il lui a pris Franchement- tellement de rebonds sur la Non mais tête. c'était trop. Et c'était une dinguerie. Non mais en plus, ils ont recruté ce mec-là. À la base, là maintenant, Mbaedia il joue un peu. Mais à la base, c'est un poste 4. En mode, ouais, vas-y, on va le prendre pour avoir un peu de viande à l'intérieur. Mais franchement, il apporte pas grand-chose, hein, moi je trouve. Bah, déjà, il a, sur le tir extérieur, il est en difficulté dans un premier temps. Et à l'intérieur, c'est vrai qu'il se fait bouger. Après, malheureusement, je trouve que là, le mismatch qu'il a avec Shima Moneke, il a son désavantage. Parce que l'autre. Ouais, mais depuis le début, depuis son arrivée, il a son désavantage. Il a eu des bons passages, il a eu des bons matchs où ça va. J'ai pas vu. Sauf que là, il a son désavantage. L'autre va trop vite, va plus haut. Il est capable de s'écarter. Bah ouais, mais au bout d'un moment, c'est sûr que tu te fais bousiller, quoi. Ouais, bah défends pas sur Shima Moneke alors. Non, ça, bref. c'est un trop sujet. Ok, pour l'Asvel, on passe sur le match qui était vraiment important. Ouais, le Monaco-Bologne. Bologne-Monaco, ouais. Donc, franchement, oui, c'est ça. Ouais, Bologne-Monaco, c'était à Bologne. C'était à Bologne. Ouais. Exactement. Avant de lancer ce match-là, il faut savoir que la Virtus n'avait pas perdu depuis la première journée d'Euroleague à domicile. Première journée ? Oui, d'Euroleague à domicile. À domicile, hein. Ah ok, je croyais que c'était un peu plus tard. Mais, À domicile, donc ils étaient sur une défaite à domicile. Bien entendu, Monaco en ce moment va très bien. c'est sérieux, hein. C'est 5 victoires consécutives pour Monaco parce qu'ils battent bien sûr Bologne sur ce match-là également. Je me suis régalé sur ce match, vraiment je me suis régalé parce que j'ai trouvé, comment dire, un Monaco qui était convaincant, comme sur les dernières sorties, comme contre Partizan, comme contre le Fener. Je les ai vraiment trouvés convaincants Et pourtant, ils avaient pas un calendrier simple. Et, hein. mais c'est exactement ce que j'allais dire. Le Quintré, quand on l'a vu, on s'est regardé, on a dit. Même le Barça, hein. On disait, mais. Tapé le Barça. Ils ont tapé le Barça bien. Et on se disait, mais quel Monaco on va avoir? Est-ce qu'on va avoir celui qui est en train de dormir écoute. ou celui qui joue au basket? Ah ben, 5 victoires consécutives, dont des réceptions à domicile. Et franchement, ça fait plaisir. Alors, Bologne a été un peu maladroit sur le début de match. Mais Monaco, dans l'ensemble, domine. Un coup, c'est du Mike James, et on est là, on dit, mais c'est pas possible. Mike James qui sort 7 points consécutifs. Puis à un moment, c'est Jordan Lloyd qui fait aussi un très bon match. Tout le match, c'est plutôt Jordan Lloyd. C'est- Mike James, il s'est réveillé en fin de vraiment match. vers la fin. Et en début de match, il met un tir. Je l'ai enregistré, je vais le mettre sur Ouais, je l'ai- Isaiah Cordinier. Justement, j'en parlais avec Isaiah Cordinier dans l'interview. Je disais, des fois, tu défends bien, comme ça, Celui à Kevin 10 mètres, Coulter là et tout. Non. Non. Il le poste, tac, tac. Fin de La balle qui monte, fadeaway, la balle qui elle monte, il file archi bien oui. défendu. C'est vrai. Je me dis, ouais, si tu veux faire quoi. C'est vrai, Il était All-Star Game contre Matthew Stradel. C'est vrai. Et c'est vrai. voilà, hyper bien défendu. Mais donc, sur le début de match, après, on l'a un peu moins vu Oui. pendant le match. Oui. Et il a mis les paniers qu'il fallait à la fin. À la fin, il a dit Mais 7 points consécutifs, frérot, là. c'est moi le MVP d'Euroleague. Mais celui où il arrive, il accélère, il décélère d'un coup, il monte sur ses appuis là, sur Non, ligne de c'est lancer fort. France, c'est très fort. C'est très fort. Donc, De toute façon, très fort, hein, ça, on l'a dit. Bologne qui était quand même en galère en première mi-temps. Ouais. Comme tu dis, il mettait pas un tir, pas de reste. pas d'adresse. Jusqu'à ce que Marco Bellinelli décide de se réveiller. C'est vraiment, on le dira Feinte, pas, on le dira Le mec pas passe, assez, il refait une feinte, après il jette la Et balle. il y comme en a ça. un qui met là, on Feinte dirait il fait un flotteur de à ouf. 30. C'est n'importe quoi. Trop fort. Donc voilà, après j'ai trouvé, bon il y a ces des petits faits de jeu, mais que les arbitres ont été assez gentils avec Monaco. Il y a une situation où il donne 3 lancers à Mike James sur une faute au milieu de terrain, il jette. Il y a la même de l'autre côté sur Daniel Hackett qui est même encore plus flagrante pour moi et il donne balle sur le côté. C'est bon, c'est dommage, surtout quand le match se joue à une possession. C'est clair. Moi je pensais que Bologne allait prendre le match. Pourquoi? Parce qu'en fin de match, il y a un moment, il y a 78-79 je crois,
ou 80, et je vois, comment ça s'appelle? Je vois Ifelumberg avec un tir coordonné qui pénètre, qui ressort sur Lumberg, je dis mais ça c'est dedans parce que c'est ses tirs, c'est un assassin, il va mettre ça. Je vois ça fait gamelle, je dis Monaco a eu très très chaud, le tir de fin. Et où Isaac Cordinet va chercher le exactement, rebond et il n'arrive sort, pas à remettre, etc. Donc je me suis, c'était bien haut de fou. Je me suis dit ça, Monaco ils vont il s'en y a eu finir. une petite séquence sympa entre Lloyd et Lundberg là où ça s'envoyait des bons tirs. Oh là c'était vraiment le top niveau là. Oh là. Schengelia encore un peu en deçà. Pas dans le rythme, hein. Ouais, en deçà pas encore. au niveau MVP où on a pu le connaître depuis le début de saison. Voilà, Bologne, c'est relancé. Hein. À partir de la 3ème place, là, là, clairement. Là, le classement, là, c'est chaud. Le Pana a pris la 3ème à égalité avec Monaco. Ils sont 3 équipes. Oui, Monaco, Virtus et Pana. Voilà, à 16-10. Et puis derrière, tu as Olympiakos et Fener qui sont à 15-11. Donc à un match. Donc l'Olympiakos qui était en train de se battre pour le play-in il y a 2 journées. Et là, maintenant, ils peuvent finir 3. En fait, on a aucune. Jusqu'à la dernière journée, on va pas savoir qui va jouer qui. En playoff. À part celui qui tombe 8ème va jouer le Real. Ouais, mais comme tu sais pas qui va tomber 8ème vu qu'il y a les play-in. Donc c'est vrai que le Real, oui, ils ont plus ou moins assuré leur. Enfin, on va revenir sur le Real, mais ils ont plus ou moins assuré quand même leur première place. Voilà pour Monaco. Jordan Lloyd, on l'aurait dit, qui revient quand même ça fait du bien. à un très bon niveau. Ça fait du bien. C'était leur meilleur joueur l'année dernière. Là, Mike James a pris le pas suite aux nombreuses blessures de Jordan Lloyd, mais le fait d'avoir un bon Jordan Lloyd, ça peut les emmener relativement loin. Et le Kobo moins en vue sur ce match-là. Moi, je l'ai trouvé bien, mais il n'y avait pas besoin aussi, parce ça. que Mike James était bon et Lloyd était bon. Et par contre, il peut mettre des mains droite. Parce qu'il y a une action, et l'action, il provoque la faute. Il a juste à déposer. Il retire comme ça sur le côté. Comme ça, alors mais en plus, ça arrive souvent, genre. Mais ça, elle est gaucher, franchement. Gaucher exclusif. Non, mais c'est grave. Hein. Ça me fait vraiment penser à Clemcy. Il fait la même chose. Des fois, il peut aller à droite, il peut tirer ça avec sa main gauche. Ouais, mais bon. Mais ça, c'est les gauchers. Gauchers exclusifs. Ok, bon bah écoute, en tout cas Monaco répond présent dans le sprint final. La semaine prochaine, il joue le Barça. Monaco. Encore ? Ah oui, c'était il y a pas. Ouais, mais parce que c'est pas. Oui. C'est pas comme en amateur, c'est pas tout le temps au même timing. Et c'est à Barcelone du coup. Et c'est à Barcelone. Bah écoute, franchement pour l'instant ils nous montrent un visage et on n'a pas de raison de croire qu'ils vont pas taper le Barça. Ils peuvent très bien faire un 6-0. Après le Barça va les attendre parce que bon, ce qu'ils leur ont mis à l'aller là. Pour l'instant Rubio joue pas. Et on sait pas s'il va débuter en ACB ou en... Bah là pour l'instant de ce que j'ai regardé un peu, ils disent il prendra le temps qu'il faut. D'accord. On sait pas. Mais bon. Moi je l'ai pas regardé parce qu'il jouait Berlin, Barcelone, tout de suite j'ai pas regardé. Tu t'as regardé, tu t'es arrêté à 1h22. Je voulais juste voir si Ricky Rubio avait joué. Ah d'accord. J'ai vu qu'il a pas joué, j'ai kill. Mais t'as bien fait de pas regarder. Bah oui, j'ai vu. Non mais j'ai regardé le début, j'ai regardé on voit le line-up, j'ai vu qu'il n'y avait pas Ricky Rubio. J'ai avancé genre au 3ème quart-temps, je me suis dit s'il y a plus 20 je kill et il y a eu plus 20, donc j'ai kill. Voilà. On va en parler après de toute façon. Ok, et ben on passe du coup sur le Daily Review. Swipe up. Tu veux parler de quoi? Il y avait un gros match, enfin il y avait plusieurs gros matchs. Il y avait Bologne. Viens, d'abord on vire les matchs qui sont nuls. Okay, type Barcelone-Berlin. Le Barça, on va dire 2 phrases. Le Barça a explosé Berlin. Il y avait un moment plus 30 ou plus 40, je sais pas combien. Le match se finit à plus 20 pour Barça. On va pas en dire plus parce que Berlin n'a absolument rien proposé. J'ai vu que Koubaitis a mis 13 points. Ouais, super. Même moi qui aime Berlin, pour le coup, Et Gabriel Procida, il a fait quoi? Il a rien fait du tout, il était nul. Donc. Non, mais en fait. Il a mis 6 points, wesh. 8 déval. C'était un match tout attaque, il y avait que de l'attaque, sauf qu'à ce jeu-là, Berlin, on vous aime bien, mais il n'y a pas Kevin Durant dans l'équipe, donc au bout d'un moment, tu te fais sanctionner, quoi. Toute l'attaque, ils mettent que 77 points, hein, donc bon. Mais parce que... On dirait l'attaque de Boulogne, quoi. Non, mais quand je dis tout l'attaque, c'est parce qu'en défense, c'était porte ouverte, quoi. Mais bon, ça, c'était un match, on passe à autre chose, quoi. Kaunas Belgrade. Ah non, là, non, quand même, Kaunas Belgrade. Quand même quoi, gros? T'as pas regardé? Mais quoi, l'équipe, elles ont fini leur saison, je vais pas regarder. Elles ont fini leur saison, cela dit, Kaunas, ils sont sur 3 victoires d'affilée. Ils peuvent encore récupérer le play-in, ils sont à 2 matchs du play-in. Kaunas Étoile Rouge, je trouve que t'es dur parce que franchement, c'était un match. Non, mais j'ai vu que ça s'est joué à pas grand-chose. En plus, je crois qu'il y a eu des décisions litigieuses à la fin. Ouais, ça s'est fini 93-91. Mais j'ai pas regardé, faut pas être bête. Keenan Evans a fait un gros match. Et un autre mec qui a fait. Toi, tu veux pas dire, gros. Je vais pas dire. Tu l'aimes pas? Pourquoi tu l'aimes pas, gros? Keenan Evans a fait un gros match. C'est tous dans l'équipe, c'est le seul mec qui a fait un gros match. Non, dans l'équipe, mais dans l'autre équipe. Qui? Où ça? À l'Étoile Rouge? Je sais le pas. Mec il a perdu, ça sert à rien. Le mec il est tout petit, rival. il a perdu. Il est tout petit, il a perdu. Voilà, 2 critères que je n'accepte pas. La meilleure rival du match?
Non, mais Iago Snoz a fait un très très bon match. Sincèrement, il a fait un très très bon match. Il est très bon là ces derniers temps. Il était percutant. Milos n'a pas joué, donc il était. Donne les stats, s'il te plaît. T'as les stats ou pas? Je peux te les donner tout de suite. 21-14, gros. C'est pas rien, hein. Mais bien sûr, il a fait un très très bon match. Il était percutant. Il a eu de l'adresse à 3 points. Ils n'arrivaient pas à le tenir. Après, il y a des sur la fin de match. 21-14, j'ai oublié une stat. 0 turnover. Ouais, non, mais il a fait un très gros match, sauf qu'il a perdu. Et comme dit Jacques Monclar, la seule stat qui compte, c'est la victoire. Donc, Crary, on peut parler de Gabriel Procida de Berlin, mais on n'a pas le droit de dire que Iago Dos Santos, il a fait un bon match. On n'en parle pas de Gabriel Procida, il a perdu non plus. Il a perdu aussi, pardon. Voilà. Mais on a parlé de Yves Lundberg alors. Il a perdu. Là, c'était un gros match. Bologne, attends, en mode... Gros, il y a un mec qui fait 21-14 en Euroleague, on peut quand même dire que c'est bien. On peut le dire, et je te dis que c'est très bien. Et j'ai aimé ce que T'as déjà fait 21-14, toi? Non. Si, sur un contre 1 contre Mika, t'avais déjà gagné 21-14. Mais... Moi, je mets 30 points, déjà. Oui, bah ça, tout le monde a déjà mis 30 points. T'as mis 30 points? J'ai mis 30 points, j'ai la vidéo. C'était contre le Valois, on jouait ensemble en plus. Ah ouais? Ouais. J'ai mis 32, ce match-là. T'as déjà mis 40? J'ai déjà mis 40 en départ. Ouais, ça compte pas, ça. T'as déjà mis 40 en région, toi? J'ai déjà mis 40. J'ai déjà même mis en région 72. En région? Ça, c'était en départ. Bon, bref, il y a des menteurs ici, on va passer à autre chose. Ok. C'est bon, donc Kaunas truc. Kaunas a gagné, voilà, match ultra serré, mais. Excellent. Mais. Toi, t'aimes pas Kaunas, c'est ça? Non, j'aime pas Kaunas. Déjà, Evans, Roland Smith, je sais pas, Biroutis, il y a trop de joueurs. Les Cavicius, Butkevicius, Ulanovas, il y a trop de joueurs intéressants. Je sais pas, j'aime pas Kaunas. L'équipe, tu me tues pour qu'on regarde Valence. Tiens, on va parler de Valence. Oh là là, on va parler de Valence. Je vais me calmer. Regardez, on va parler de Valence. Le match était tu me tues pour qu'on... le match le plus claqué, c'était horrible. En fait, t'aimes pas la défense. Non, si. Non, t'aimes pas la défense. Non, si, j'aime la défense. Désolé, mais si. Parce que ça se la foutait, c'était les deux meilleures défenses d'Euroleague. J'étais comme ça devant le match. Non, mais parce que toi, t'es un rageux, gros. Alors que pourtant, ça jouait. Hein. Des backdoors. Qu'est-ce que j'ai écrit? MVP. J'ai écrit quoi? Voilà. J'ai écrit Azal Canal, trop fort. J'ai pas écrit ça. J'ai écrit, je m'en fous, le match était claqué. Franchement, victoire de l'Olympiakos, 70-65. Non, en fait, tu sais, c'est pourquoi? Je pense que t'aimes pas les maillots de Valence parce qu'ils te rappellent ceux de Boulogne. Pas du tout. C'est pour ça que t'aimes pas. On vous a tapé. Donc non, déjà. Non, mais parce que gros, t'as un problème avec Valence, alors que Valence, en plus, il n'y avait pas Brandon Davis, il n'y avait pas Boubacar Touré. Oui, il manquait l'or à l'intérieur. Ils se sont fait frapper Oussa à l'intérieur. Le match était nul. Le match était pas nul, le match était nul. faux. À la mi-temps, il y avait un match, on va dire, il y avait 40 Il y avait Stefanovic qui a taffé, le match était nul. Le match était nul. Chris Jones, il envoyait des petites passes dans le dos. Le match était nul. C'était gang. Jusqu'à la mi-temps, c'était plus ou moins serré. L'Olympiakos a été malgré tout devant. Et après la mi-temps, c'était nul. À troisième quart-temps, c'était nul. Il y a Azal Kanan qui a pris les choses en main. Ok, d'accord. Et Azal Kanan a pris les choses en main. Et du coup, c'était gang. Et du coup, Valence a pris un peu de retard. Et ils n'ont pas pu revenir. Parce que Azal Kanan a fini. Gros match quand même de Semi Ojeye qui a tenu Valence dans le match. De Stefanovic aussi. J'aimerais juste dire, même si tu veux pas parler des équipes qui perdent, que je suis un peu déçu de l'arrivée de Kevin Pangos à Valence, quoi. Il est dans la ligne de ce qu'il faisait à Milan. C'est pas vrai, parce que l'année dernière, quand il jouait à Milan, il était bon. Là, cette année, il a pas joué parce que Ettore Messina, il en voulait plus. Parce qu'il était nul. Du coup, comment il est devenu nul d'un coup, genre? Du coup, il arrive à Valence. Et du coup, il est toujours nul. En plus, il y a 4 meneurs à Valence. Hein. T'as Chris Jones, Jared Harper et Jovic. Et Jovic qui fait un bon match. Il va pas jouer. Donc, non, c'était compliqué pour lui. Voilà. En plus, il y a Lopez Arostegui qui s'est fait la cheville à la fin. Donc, je sais pas comment ça va continuer pour Valence. Valence qui commence à se mettre en danger. Hein. Ils sont à 13-13, à égalité avec le Maccabi. Je t'ai dit la dernière fois qu'ils vont sortir. Mais moi, ça me dérange pas que ça soit eux qui sortent. Mais le Partizan qui commence à gagner aussi. Ils vont pas y aller non plus. Ok, on peut parler du Partizan. On peut aller parler du Partizan. Alors, le Partizan qui jouait contre le Bayern Munich. Et contre notre ami Sylvain Francisco. Notre ami, il répond pas à notre demande d'interview, mais. Tu le connais, toi? Moi, je le connais pas personnellement. Moi, je pensais que je le connaissais personnellement, mais il veut pas me follow sur Instagram. Ah ouais, tu commandes des follow. Ouais. Non, j'ai pas dit vas-y s'il te plaît follow-moi. On dirait un peu. J'ai juste dit voilà. Mais même si je le connais pas personnellement, ce que je sais, parce que j'ai regardé beaucoup de matchs de basket, c'est que c'est un très fort joueur. Et qu'en 1 contre 1, au-delà de l'action de la dernière action, on y reviendra, cette année, là, il prend la pleine mesure de l'Euroleague. Il fait une très bonne saison. Dès qu'il est sur le terrain, il se passe toujours quelque chose. Il y a des fois où il va faire des erreurs de jeunesse parce qu'il découvre aussi ce niveau-là pour la première fois. Mais je le trouve installé. Pour moi, c'est même pas des erreurs de jeunesse.
C'est juste que. De c'est un jeunesse par rapport à l'Euroleague, je Non, pour moi, c'est un joueur. C'est un profil de joueur à risque. Et tu dois accepter que autant il peut te lancer des séries, autant il y a des moments il peut te coûter. Pour moi, c'est son profil de joueur. Ce sera jamais un Kalat. Un peu comme un Teodosic, même si c'est un autre profil. Teodosic, il peut. Avec les oui, je Non, vois mais ce tu que vois, il veux peut dire. t'apporter, Oui. il peut tourner le match. Comme s'il n'est pas dedans, ça peut foutre la merde. Et Sylvain, pour moi, il faut accepter c'est son jeu qui est son jeu. Mais en fait, quand je disais ça, je parle pas par rapport à son jeu, parce que oui, son jeu, il a un jeu à risque, prendre des fois des tirs un peu plus contestés, des tirs durs, etc. Je parle des fois, tu sais, dans la percussion, il va un peu trop loin. Oui, après, il n'a pas les coups de sifflet aussi. Hein. C'est vrai, parce Cette que année, hein. voilà, encore, c'est ce que je dis aussi dans la jeunesse première année Euroleague, Exactement, c'est ça quand Parce je que dis. franchement, il y a beaucoup de fois, il drive, il passe. il se fait taper. Non, même pas il se fait taper, mais tu sais, il passe la hanche du joueur, il y a contact à la hanche, et les arbitres sifflent pas. Ou même là-haut, c'est la semaine dernière où il met un panier ultra clutch, Oui, etc. Il y a une faute. Putain, je l'ai mis en plus. Je sais plus C'était sur un switch, sur Petrousev. Ouais, et il y a une faute de fou, il met la et tête dans la tête, et il passe sifflé. Donc c'est de ça que je disais dans la jeunesse. Mais oui, complètement, il a un jeu à risque. Mais en ce moment, ça tombe plutôt dedans. Et c'est un plaisir de le voir jouer. Il y a un vrai bon match. Hein. Le Partisan Bayern, il y a un vrai bon match. Une vraie ambiance déjà. La Stark Arena, bien entendu, c'est toujours le bordel. La Stark. Franchement, quand je vois la différence entre l'Étoile Rouge Logique. L'étoile rouge, ils n'ont plus rien à jouer. et le Partizan, l'ambiance est totalement différente. Et un vrai bon match, on s'est bien régalé. À un moment, j'ai cru que Steph Curry il avait signé au Partisan, mais en fait, je me suis rendu compte que c'est que Frank Kamiński. Ah, d'accord, ok. Parce qu'il a mis 4 tirs à 3 points Il a allumé, c'était trop. Touf, et des filoches. Et je me suis dit, ah ouais, la hype, en plus, le public qui crie. Franchement, le match, j'aurais bien voulu aller le voir. Je te jure. Juste pour petite parenthèse sur du coup Sylvain. Tu sais, je t'avais dit, ouais, est-ce que c'est pas le joueur le plus rapide de l'Euroleague par rapport à Jared Harper sur le premier pas. J'ai oublié Shane Larkin. Ouais, c'est vrai. Parce que lui, il met des bons démarrages quand même. Vrai. Je pense que ça se tape au niveau de l'explosivité entre les deux. C'est vrai que là, Larkin, on a des joueurs. Il en voit bien. Restons sur Partizan Bayern. Le Bayern a joué sans Bolmaro, qui est blessé. Donc, du coup, malgré ça, il n'y a pas eu plus de temps de jeu que ça pour Sylvain qui a joué que 20 minutes. C'est Weilerbab qui a joué pas mal, qui a dépanné pas mal à la MN. Oui, et qui sont bons en défense aussi. Hein. Ouais, et Edwards, je l'ai trouvé bien, très juste en début de match, qui a su lâcher les balles. Voilà, c'est des mecs qui sont hyper dangereux. Les équipes savent que s'ils ont un espace, ils vont déclencher. Donc il s'est bien adapté, c'est bien. Ibaka qui fait toujours du bien au Bayern. Franchement, quand il est là, c'est une autre équipe. Hein. Ah, clairement. Non, mais tu vois. Il n'y a pas photo. On se demandait dans quel état il allait être. Il est dans un bon état. Et donc voilà, Sylvain, écoute, qui a fait un énorme match, qui est clairement le MVP de la rencontre, qui finit à 20 points. En 20 minutes, 0 sur 2 à 2 points, 4 sur 7 à 3 points, 8 sur 10 au lancer, donc a été très agressif, qui a provoqué 9 fautes, 3 passes, 2 rebonds, 25 dévals, et, je vais vous le mettre évidemment, mais je vous l'avais sûrement vu, le game winner sur Frank Kamiński, ils sont à -2, il le dit en interview post-match, moi je voulais plutôt aller chercher le drive, mais il a vu que Kamiński l'attendait au drive, il fait un snatch, un step back, boum, et puis à la Stark Arena, faut avoir des baloches. Une bonne clim. Mais c'est pas la première fois qu'il montre qu'il a des baloches parce qu'on se souvient dans l'enfer, dans la fournaise de la LDLC Arena. Pourquoi tu rigoles, gros? Il avait déjà envoyé des tirs clutch. On dit que c'est une émission sérieuse, il me parle de la fournaise. Et donc ça me rend encore plus triste que la semaine dernière contre l'Olympiakos, on lui ait pas donné ce tir qu'on a donné à Andreas Obst. Et surtout qu'avant qu'il mette ce tir-là, face à Kamiński, il met d'autres tirs justement pour. De toute façon, il fait un énorme match. Le quatrième carton, il est très adroit. Il ramène souvent, c'est lui qui ramène le Bayern. C'est un match de traînard. Franchement, on s'est régalé. Bon, alors après, donc le Bayern va prendre ce match-là. Mais du coup, on a dit qu'il y a plein d'équipes qui ont fini leur saison, mais du coup, tu as toutes ces équipes, Bayern, FS, Kaunas, Milan, qui sont toujours à 2 matchs du play-in. Bah ouais, mais ils sont toujours là. Il reste 8 matchs. Ça va être chaud, hein. C'est illisible. C'est illisible. Le Maccabi, on va y venir, ils sont 10e, mais je me dis qu'ils vont finir par sortir. Bon, on a fini sur Partizan Bayern, du coup. Oui. Tu veux parler du Maccabi? On peut parler du Maccabi qui joue contre les fesses. Donc du coup, justement, c'était un coup pour enfoncer les fesses et les distancer et conforter la place en play-in du Maccabi. Ça s'est pas passé comme prévu. Un match
très défensif comme on aurait pu s'y attendre. Oui, bien entendu. C'est vrai que les fesses défendent beaucoup depuis le début de l'année. Et le Maccabi aussi. Voilà. Qui se termine à 105,91. Est-ce qu'on disait dans le premier carton, il y avait 29-27. Ouais, c'était Je me suis dit, ok, c'est bon, j'ai compris le mood en fait. J'ai capté. Shane Larkin qui commence fort avec un duel avec Will Baldwin qui est sur la lancée. Ah, ces il est bien dernières en ce moment. semaines. Là, il est bien. Sans Lorenzo Brown, du coup, Yes. le Maccabi. Larkin qui fait quand même 19 dévals en premier carton. Pas mal. Bon joueur. Des tirs. Oh là là, tu te dis, vas-y. Moi, quand j'ai regardé le match, je me suis dit, vas-y, ce soir, je fais pareil. Bon, après, Pas trop. après la réalité m'a rattrapé. Moi, alors, je sais que tu n'aimes pas parler des équipes qui perdent, mais Tamir Blatt, c'est un vrai bon joueur. Ah, c'est un vrai Il bon ressemble à rien, mais dans les t'as vu les passes qu'il envoie? Je suis d'accord. Franchement, et c'est un shooter élite. Et c'est ce que j'allais dire. Et il paye un peu son gabarit, enfin, plus tard dans sa carrière, peut-être qu'il paiera parce que peut-être que défensivement, voilà, quand ils peuvent pas jouer avec Di Vincenzo et Blatt en même temps. Parce Di que, Bartolomeo. putain, j'y arrive pas, hein. C'est la deuxième fois que je dis ça, Di Bartolomeo, pardon. Et Tamir Blatt en même temps. Mais pour moi, c'est un vrai bon joueur. Pour moi, il peut être titulaire dans des équipes d'Euroleague. Si tu lui donnes plus de responsabilités, il est capable de créer. Tu passes sous l'écran ou tu étais un peu en retard, il va t'allumer. Hein. Ouais, il fonctionne. Et à mi-distance, à 3 points et tout, donc c'est très bien. Ah bah voilà Stark, qui est complètement calme, c'est bien. T'es serein, Brad? Ah oui, moi je t'écoute. Okay. Du coup, Maccabi FS. Bon match aussi de Rodrigue Beaubois, j'ai bien aimé. Oh, merci. Oui, non, quand même. Faut le dire. Parce que bon, Shane Larkin a fait un très bon match, on est complètement d'accord. Et il faut dire. Pour moi, c'est le MVP du match. Hein. Oui, Shane Larkin, il a la meilleure éval en plus sur Beaubois, le match. Mais Rodrigue Beaubois, voilà, il a cette capacité à mettre des tirs. Il a quand même 20 points en 14 minutes. Des tirs tellement durs, des tirs incroyables. Non, en fait, c'est un bon match. Un match tourné vers l'attaque. Après, le problème, c'est que c'était trop irrégulier côté Maccabi, dans le sens où il y avait 3 joueurs. Ça s'est tenu avec Wade Baldwin, Bonzi Colson et comment il s'appelle, Antonius Cleveland. C'était les 3 joueurs qui... Antonius Cleveland, il fait un si gros match que ça? J'ai même pas fait. C'est Antonius Cleveland qui tient, ou je dis des bêtises peut-être? Ouais, 12 points. Ouais, c'est ça. Antonius Cleveland, Bonzi Colson, Wade Baldwin. Moi, j'ai trouvé que Rivero a fait un gros match aussi. Dans le 4e quart, il a apporté vraiment... Alors que lui, c'est un mec... Je sais pas, on dirait... bon, après, parce qu'il y a Josh Nibo devant lui aussi, mais on dirait que... Pareil, par son body language, son attitude, on dirait qu'il est un peu pâteau et tout. Il n'a pas forcément les coups de sifflet ou les positions qu'il mérite parce que quand il a des balles, il est physique, il est capable de mettre des petits tirs à 4-5 mètres, il est capable de mettre des hooks près du cercle. Donc voilà, moi sur la fin de match, il tient un peu le Maccabi, mais bon, derrière, t'as un fou furieux qui met des gros tirs. C'est clair. Donc voilà, pour le Maccabi. D'autres choses à dire. J'ai bien aimé quand même le match de Ercan Osmani. Qui fait un très bon match. Il a eu un bon passage à un moment en plus. De toute façon, il fait un très bon match. Il fait un très bon match. Il a eu un très bon passage où il a fait 20 dévals. C'est son meilleur match de la saison. 13 points, 4 sur 5 au tir, 7 rebonds. Voilà, donc t'as Eric Jones un peu moins en vue. Otoro qui était blessé. Darius Thompson, je sais pas où est-ce qu'il est ce mec. Ah bah cette saison c'est compliqué. Hein. Ah ouais, c'est compliqué. Mais autant il y a eu des moments où on l'a vu un peu, autant là c'était un match sans complètement quoi. Il est sur cours alternatif, laisse tomber. Will Clyburn qui revient tranquillement. Vraiment tranquillement. Ouais, mais après, tu vois, là, les Fesses a bien joué sans qu'il ait besoin de forcer, parce qu'on sait que c'est un très fort joueur de 1 contre 1. Et bah voilà, faudrait pas non plus qu'il cherche à se remettre dans le rythme en forçant les trucs. Et voilà, là, il fait 10 points, 13 dévals, 7 rebonds, avec un pourcentage à 3 points un peu dramatique, mais sinon, voilà, ça va. On sait que c'est un joueur qui va, si les Fesses arrive à attraper le play-in, qui peut te sortir un match à 25 et te faire passer un cap quoi. Voilà, on est bon sur FS Maccabi. Donc le Maccabi, bah vas-y, puisque tu voulais parler du classement, qui se retrouve donc à la 10e place. 10e place. Et égalité avec Valence à 13-13, sachant que Baskonia est à 14-12, et derrière tu es à 15-11 pour le Fener et Olympiakos qui l'a dit. C'est un match de la 3e place qui sont à 16-10. Donc c'est très très serré. Maccabi, ça se trouve, dans 3 semaines, ils sont 4e, hein, on ne sait pas. Ce qui m'étonnerait un peu. Ou à l'inverse, ils descendent parce que le Partizan est à 12-14 et Milan est à 11-15. Et tous les autres, là, de Milan jusqu'à Bayern avec les Fesses et Kaunas, 11-15, donc à 2 matchs. Et je ne sais pas s'il va y avoir des rencontres, s'ils vont se rencontrer, mais écoute, on peut parler de Milan alors du coup, parce qu'on est sur Milan. Milan qui joue le Real, donc on ne s'attendait pas à grand-chose de leur part. Et non, parce que le Real a décidé de ne pas jouer au basket. Exactement. On va pas enlever le mérite de Milan, mais quand même, ils ont le droit de défendre
sur les tirs à 3 points parce que Milan a vraiment fait que ça dans la première mi-temps. Moi, je parlerai du Real dans une autre catégorie aujourd'hui. Mais Milan a fait un bon match, solidaire, solide, avec de l'adresse, certes, et bien sûr que quand t'as... Donc, je sais pas si on n'en a pas parlé, parce que la semaine dernière, je crois qu'on n'a pas parlé de ces équipes-là, mais il y a Mirotic qui est revenu quand même. Oui, et c'est ce que je veux dire, quand t'as Mirotic et Shavon Shields qui envoient comme si le cercle était grand, comme une bassine, ça peut aider pour gagner des matchs. J'ai mis Mirotic, bon joueur de basket. C'est exactement ça. Le Real, à un moment, revient et je me dis, Milan va un peu se liquéfier, va commencer à faire un peu du caca. Mais finalement, ils réussissent à retrouver un peu de rythme et à gagner ce match-là. Notamment, en fait, ça s'est vraiment tenu sur Mirotic et Shavon Shields. Quand c'était pas l'un, c'était l'autre. Quand c'était pas l'autre, c'était l'un. Et si un des deux marquait pas, c'était un peu la galère autour. Et c'est pour ça que je pensais que le Real allait vraiment prendre ce match. Mais en même temps, comme tu l'as très justement dit, le Real ne veut pas défendre sur les pick and roll. Le Real ne veut pas défendre la ligne à 3 points. Le Real jouait un peu à contre-courant. Après, ils ont une adresse d'enculé, hein, Milan, quand même. Hein. Milan a une très forte adresse. Je sais pas, il tire à combien. Je vais te dire ça tout de suite, mon petit pote. Je sais pas, il tire la meilleure rival du Real, c'est Facundo Campazzo à 13, quoi. Pour te dire le niveau de. Et en plus, du match, il a fait un match, voilà, quoi. Il a fait des bonnes passes, mais bon, ça y est. Ils font 12-32. Bon, c'est pas énorme. Voilà. Mais fait quoi, 33%? Ça fait 37%. 37%. Mais bon. Donc, ils ont mis les tirs au bon moment et ils sont tombés dedans. Et en fait, c'est surtout l'écart du début de match et surtout l'écart de la mi-temps qui leur permet de. Mi-temps, ils se prennent un 21-0. Ouais, c'est ça qui les tue. En fait. 21-0, mais il n'y avait rien pour eux. Ils mettaient pas de layup, ils mettaient pas de tir. Franchement, c'était catastrophique. Et il y a Chacho qui est, comme tu dis, à rapprocher un petit peu. Mais le problème, c'est que Chacho derrière, il défend pas, quoi. Mais il y a pas de défense. Franchement, il y avait des actions. Je me dis, il fait exprès de pas défendre. Il laisse passer le mec et tout. Heureusement que Shabazz Napier est catastrophique. Mais alors, je sais pas, est-ce qu'ils étaient blessés ou pas. Parce qu'on n'a pas vu ni Bortolani, ni. Ils sont pas sur la feuille de match, donc je pense qu'ils devaient être blessés. Bortolani et Flaccadori, qui apportaient quand même un relais. Et donc, on a vu Maodolo, qui a été. Neutre. Il fait 13 dévals, mais je l'ai trouvé neutre. En tout cas, par rapport à Shields et Mirotic qui mettent 50 points à eux deux, 29 dévals chacun, les deux ils ont tenu. Hein. Et tu vois, moi j'ai mis Mirotic MVP, parce que c'est lui qui a mis les tirs pour finir le match, mais Shavon Shields il fait un énorme match aussi. Il t'a 18 points à la mi-temps. Il t'a 18 points à la mi-temps. De toute façon, Shavon Shields. Il fait une saison il fait une grosse saison quand il a joué. Depuis qu'il est retourné de sa blessure. Et même quand Mirotic avait raté des matchs, c'était lui qui tenait Milan, avec de l'adresse et tout. Hyper élégant. Et Nicolo Melli qui s'était remis à jouer au basket aussi. Là il a arrêté de jouer au basket de nouveau depuis qu'il y a Mirotic, mais je sais pas, il a dû dire c'est lui ou moi, genre en mode. C'est ça. Frérot, c'est pas assez payé. Et donc du coup, victoire de Milan, grande surprise. En plus c'était. Non, c'était à Milan. C'était à Milan. Ok. Mais bon, quand même, taper le Real, c'est leur 4e défaite de la saison. On n'aurait pas parié sur Milan. Je pense que là, il y avait une petite cote à jouer. Hein. Pour nos copains de Winamax, je mens. Winamax ne sont pas nos amis. Ne jouez pas votre argent au jeu de hasard. Plutôt, faites-nous des dons. Surtout moi. Jouez mon PayPal. J'envoie des photos de pied aussi, si vous voulez. Waouh. Ok. On passe sur... le dernier match, du coup. On a tout fait, là. Il ne reste pas Nafener. On n'a pas parlé. Parfait. Écoute, un gros match aussi. Un gros match. Entre le Fener est 7ème, mais c'est une équipe qui a 15-11. Et le Pana est donc maintenant à 16-10. Donc ils sont à un match l'un de l'autre. Donc ça veut dire qu'ils étaient à égalité, puisque du coup c'est le Pana qui a remporté le match. Yes. Donc c'était deux grosses équipes. Du coup, ils ont Aminoua dans la continuité de ce qu'il a proposé depuis qu'il a signé au Fener. Non, mais Aminoua, franchement. Il est au Fener depuis 10 ans, lui, de toute façon. Je vais voir si je peux le contacter, parce que ce sera intéressant d'avoir son ressenti sur ça, parce que vraiment, on a l'impression que. Il est au Fener depuis 10 ans. Il est bien là-bas, quoi. Il est dans le mood, on a vraiment l'impression qu'il est là depuis. Mais il est titulaire et tout, maintenant. Ça tourne. Et d'ailleurs, j'ai trouvé qu'il a pas beaucoup joué. Il joue 16 minutes, il commence le match, il a plus 14 de plus-minus en 16 minutes, dans une équipe qui perd. D'ailleurs, c'est le meilleur plus-minus de son équipe. Tous les autres sont à moins 10, moins 12, moins 15. Vraiment, Amine Noura, quand il est sur le terrain, c'est le seul moment où le Fener a été bien. D'ailleurs, en début de match, où ils sont à 17-10, je crois, quelque chose comme ça, le Fener. Ensuite, il sort. Et après, le Pana a déroulé par l'intermédiaire d'un joueur, Kendrick Nunn. Est-ce que Kendrick Nunn a le flotteur ? Alors, il a le flotteur. Il n'a pas le tir extérieur à 3 points parce qu'il a rien. Est-ce qu'il a le flotteur ? Mais le flotteur, il l'aura tout fait. Ouais, c'est une dinguerie.
Contesté, pas contesté. Pas contesté, planche, pas planche. 2 pieds, 1 pied. Il ne rate pas. Bon, il prend beaucoup de tirs. Hein. C'est rare que je vois des feuilles de stats comme ça en Euroleague parce qu'il prend quand même 22 tirs à 2 points. Donc 25 tirs au total. Il fait 10-22. Ouais, 10-22. Ça fait beaucoup de tirs quand même. Beaucoup de tirs. Il fait 10-22. Mais tu vois, ça fait que 11 dévals. Mais en plus, j'avais. Et quand tu verras le match, c'est pareil. Et j'avais la sensation qu'il loupait pas de tir. Mais oui, moi aussi. Qu'est-ce qu'il a raté, genre? Je me dis, mais il met tout. Et qu'après, quand je regarde la feuille de stats, je me dis, ah, quand même, 10-22. J'avais l'impression qu'il loupait. 25 tirs, c'est rare en Euroleague de voir un mec prendre 25 tirs. Alors, par contre, là où il est létal, il a pas loupé un lancer franc depuis le début de saison. Ouais, c'est un truc de ouf, ça. Il est à 44 sur 44. On dirait les stats de Dirk Nowitzki pendant la campagne de playoff 2011. Ouais. Enfin, c'est incroyable. Ouais, quand j'ai entendu ça, c'est le commentateur de Squeak qui disait ça. J'étais émerveillé. Je dis, purée, incroyable. Ouais. Il n'a pas loupé un lancer franc depuis le début. Non, c'est fort. Très gros match de Kendrick Nunn. Gros match, malgré le fait qu'apparemment il est beaucoup tiré. Mais franchement, tu vois, quand on a regardé le match, on n'a pas trouvé que c'était abusé. Surtout que t'avais vraiment la sensation qu'il mettait tout. Mathias Le Sort aussi qui fait un gros match. Un gros match. Pareil, moi visuellement, j'ai pas trouvé qu'il était hyper dominant, mais quand tu regardes la feuille de stats, il fait quand même 13 et 8, avec 7 fautes provoquées, toujours dans son registre, quoi. Le Pana, de toute façon, à partir du moment où ils ont commencé à défendre, c'est-à-dire que dans le premier quart-temps, ils voulaient pas défendre, et du coup, ça c'est vu, c'est pour ça que le Fener était devant. À partir du moment où le Pana a commencé c'est sûr, hein, quand tu laisses le Fener à 63 points... À partir du moment où ils sont mis à défendre, ils ont tout locked, et après, c'était fini pour eux. Après, le Fener, t'as des joueurs qui étaient un peu absents. Hein. Mais j'ai beaucoup aimé l'axe Madar Motley. Ah là là. Quel Madar. plaisir. Mais Madar, pareil. Quel plaisir. Il joue pas. Mais ça, c'est du et quand il rentre, ouais, mais les équipes issues sont t'aimes bien, mais frérot. Mais ça, c'est du coaching, ça pour le coup, je sais pas quoi. Parce que là, Noah, c'est ton meilleur plus-minus, il joue que 16 minutes. Pareil, il y a Madar, le plus-minus, il est en positif. Et il y en a pas beaucoup en positif dans l'équipe. Hein. Il y a lui, il y a Sartek Sandli, et même Motley, il est en négatif, tu vois. Alors qu'il fait 20 dévals, 16 points. Mais et maintenant, Motley est miskin. Hein, parce que pour se sortir de sa réputation, des fois, il met un petit coup d'épaule, genre vite fait. Le mec, il est dans la zone de non-charge. Ouais. Oh, il se laisse tomber offensif. Franchement, ils ont été durs, les arbitres, avec lui. Ils ont été durs, mais bon, au bout d'un moment, c'est à lui d'être plus intelligent. Quand il est sur le terrain, non, mais attends, Brad, quand tu es un poste 5 d'Euroleague, forcément, quand tu vas prendre ta position en bas, tu vas mettre un coup. Tu peux pas t'attendre à ce que le mec, il n'aille pas au contact. Je suis d'accord. Et en plus, l'autre, il est dans la zone de non-charge. Ils lui ont sifflé 2 offensifs comme ça. C'était très dur, très très dur, je trouve. Yamadar, je suis d'accord, très, très bon match. En 8 minutes. Même si ça se traduit pas forcément dans les stats, il fait 3 passes décisives, il met pas de points. Mais il était là en défense. Il a gêné Kendrick Nunn quand même. Il a trouvé Jonathan Motley sur des rolls. Il a trouvé des passes. Il a bien géré le tempo. Voilà. Après, au Fener, tu as quand même des joueurs qui sont censés être les cadres et qui n'ont pas été là. Je parle de Scottie Wilbekin, je parle de Nigel Davis, Guduric aussi. Bon, Dorsey, c'est une out, mais voilà. Donc, à noter quand même le bon match de Tarik Biberovic. Dans un peu le registre de Sestina, qui échangent un peu une fois ou deux. Et donc voilà, donc bravo au Pana. Pas convaincu quand même, parce que Mitoglou était un peu. Enfin, c'était vraiment porté par Kendrick Nunn. Et voilà, je serais toujours plus impressionné par des équipes qui ont une vraie force collective. Tu vois, même l'Olympiakos, qui connaissent une saison quand même galère. Collectivement, c'est costaud. Et tu te dis, là, ils ont Moses Bright, et que quand ils vont récupérer Milutinov, Mousfal, avec les capacités défensives et le jeu collectif qu'ils ont, ils ont réussi à intégrer quand même Brazdeikis dans le 5, et ils mettent Papa Nicolas qui sort du banc, et c'est quand même mieux, je trouve. Brazdeikis arrive mieux à jouer. Même Petrousev qui commence à mieux jouer. Donc tu vois, c'est pour dire que au Pana, il faut que Mitoglou se réveille. Ce serait bien que Slukas revienne aussi, je sais pas où il est. Ils peuvent récérer leur joueur, surtout, oui, voilà. Surtout ça. Parce que Kalazakis, j'ai bien apprécié aussi son match, dans l'impact et offensif et défensif. Donc voilà, le Pana, c'est bien, ils font une grosse saison par rapport à leurs attentes, par rapport au début de saison qu'ils avaient fait et tout. Maintenant, je suis pas non plus hyper convaincu de les mettre. Tu vois, par exemple, pour moi, s'il y a Pana-Monaco, moi je vois Monaco passer. Ouais, mais après, alors. Oui, bien sûr. En fait, pour moi, le Pana ne peut pas taper les 4 grosses équipes. Par rapport à la dynamique de la saison, oui, mais encore une fois,
déjà, il faut qu'ils puissent récupérer leurs joueurs. Quand tu joues avec Kostas Loukas, tu joues pas le même jeu que quand tu joues avec Kendrick Nunn. Et donc, forcément, c'est une approche qui est différente. Forcément, c'est un rythme qui est différent. Kostas Loukas, c'est un mec qui est capable de faire du 1 contre 1, mais qui est pas un joueur d'un contre 1 tel que Kendrick Nunn l'est. Non, c'est un joueur de pick and roll. Pick and roll, il va mettre la balle au bon endroit. Et par contre, il peut t'assassiner sur des fins de match. Et on l'a vu l'année dernière quand il le fait avec l'Olympiakos. Mais pour moi, le Pana, c'est une équipe qui a quand même des armes. Tu vois, quand Non, bien sûr, de toute façon, on avait dit avec le recrutement. T'as du Jaren Grant, t'as du Kendrick Nunn, t'as Kostas Antetokounmpo. Je trouve que Juancho Hernangomez va mieux. Voilà, merci, j'attendais que tu le dises. Il fait quand même 18 déballes. Hein. Exactement. 8 rebonds. Il va mieux. 3 steals. Exactement, il était là en défense, il a pris des rebonds, il a mis des points. Dans le travail de l'ombre. Exactement. Donc, il a mis 5 points, mais il prend 8 rebonds et 3 steals en 22 minutes, c'est donc, pas mal. On ne le demande pas d'en mettre 30, il y a d'autres joueurs pour mettre des points. Donc tu vois, on parlait de Kalaitzakis, Vildosa qui a moins joué, mais qui a quand même mis 7 points, donc qui a été ultra efficace. Donc, il a quand même une séquence là au début quand il rentre, il prend 3 tirs à 3 points d'affilée sur la même possession, il met le 3e heureusement parce qu'il prend le 2e, il se fait contrer. Hein. Ça c'est vraiment tu sors. Ça, normalement tu sors quand tu fais ça. Normalement tu sors. Mais donc voilà, non, franchement, le Pana, oui, il part de plus loin, toutefois, il y a moyen de moyenner. Ok, et bah écoute, on passe sur les tops et les flops. Les tops et les flops. Allez, les tops et les flops, c'est parti. J'ai un tas de tops, j'ai un tas de flops, j'ai surtout un tas de flops, vas-y. Moi je vais commencer par les tops parce que je suis un mec optimiste dans la vie, je suis un mec positif. Cody Miller-McIntyre fait partie de mes tops cette semaine. Moi j'attends, j'ai mis dans le 5 donc... Il sera dans le 25 mais il fait partie de mes tops. On pourra s'étendre sur le débat par la suite, mais il fait partie de mes tops pour ce qu'il a fait, parce que c'est très rare en Euroleague. Il a battu aussi un autre record, j'en parlerai aussi tout à l'heure. Il fait partie de mon top. Voilà, ok. Sur ça, on est d'accord. Bon, j'ai pas mis Cody Miller-McIntyre dans le top. J'ai mis Iago Dos Santos parce que quand même 21-14, c'est pas dégueu en Euroleague, qu'il est sur une bonne lancée, etc. Voilà. Et j'ai mis Kaunas et FS qui se replacent et qui se donnent l'espoir d'accéder peut-être au play-in sur la fin de saison. Kaunas qui est sur 3 victoires d'affilée. Dis bien. Non mais je le dis. Après c'est une équipe que on va dire j'ai pas de joueur. En fait j'ai pas de joueur qui me fait vraiment kiffer. Si Keenan Evans, mais je sais pas. Bref, c'est pas l'équipe que je regarde en priorité. Peut-être j'aime pas leur maillot, je sais pas. Mais du coup voilà, qui ont pensé que c'était fini pour eux. Bah, tu vois toutes les équipes qui ont pensé que c'était fini. Les Fesses, Milan, Kaunas et le Bayern, bah, ils ont tous gagné cette semaine. Donc comme quoi l'Euroleague c'est vraiment cette année c'est vraiment chaud. C'est wild. Donc voilà, ça c'est mes tops. T'as d'autres tops? Oui, j'ai Monaco. Ouais. 5 victoires consécutives. Ouais. Et franchement... comme Boulogne. On a dit qu'on mentait pas dans l'émission. 5 victoires consécutives et on donnait pas cher de leur peau. Ils ont eu des moments assez compliqués. Parfois on se disait mais à quoi ils jouent, ils défendent pas. Là ils sont encore alternatifs. Après ils font un match exceptionnel. On se dit mais ils sont fous. C'est vraiment ils sont l'impression d'avoir le docteur Maboul. Tout ça c'est de la faute de Kemba Walker. Et donc du coup 5 victoires consécutives contre des gros noms. On l'a dit tout à l'heure. Fener, Fener, Barça. Là ils viennent de taper Bologne. Donc non, franchement belle streak. Bien joué l'anglais. Ok, bah les flops. Le Real. C'est rare qu'on les mette dans les flops. C'est très rare, mais là ils méritent. Mais là franchement ils méritent. Ouais, le non-match qu'ils ont fait. Et pourtant ils ont des armes. Hein. Mais même Tchacho qui a été bon offensivement, il est tellement nul défensivement que tu vois ça coûte quoi. Moi j'ai mis le Partizan aussi. D'accord. Parce que le Partizan ça fait 2-3 semaines qu'ils sont à la limite du play-in. Ils ont des matchs relativement faciles contre le Bayern à domicile. Sans Bolmaro, eux ils sont au complet et tout. Ils n'arrivent pas à prendre ces matchs-là, tu vois. Donc, ok, le Partizan ça fait kiffer, l'ambiance et tout, mais au bout d'un moment, s'ils ne méritent pas d'être en play-in, ils ne seront pas en play-in et ça sera bien fait pour eux, tu vois. C'est une équipe qui aurait dû faire le Final Four l'année dernière, qui n'a pas beaucoup changé, qui a perdu quand même Mathias Le Sort et Dante Exum, mais qui ont été bien remplacés sur la majorité de la saison par BJ Dozier et Bruno Caboclo. Au final, sur les résultats collectifs, ils n'ont pas été si bien remplacés que ça. Après, l'année dernière, le Partizan joue le Real, donc ils étaient quand même, ça veut dire qu'ils n'étaient pas hyper bien classés. Je me souviens pas du classement, mais ils devaient être pareil entre 5 et 8 du coup. S'ils font le play-in et qu'ils terminent 8, ce sera peut-être comme l'année dernière. Parce qu'après, pareil, sur une série de playoffs, faut les prendre les Partisans. Mais bon, pour l'instant, ils y sont pas. Oui. Flop, je pense qu'on est d'accord pour mettre le Maccabi.
Je les ai pas mis. Bah moi je les mets, parce qu'on n'aime pas le Maccabi. Alors, non, enfin... Slow down. C'est pas qu'on n'aime pas le Maccabi, c'est que le jeu qu'ils proposent, il est... En fait, ils sont trop sur cours alternatif, ils veulent pas forcément défendre, ils mettent pas la balle au bon endroit. Bonzi Colson, il faisait une super saison. Là, même s'il a fait un bon match, je l'ai trouvé un peu moins éteint. Des fois, je le sens frustré. En fait, j'ai l'impression qu'il n'y a pas de jeu collectif. Exactement, c'est exactement chacun ça. son tour. Exactement la ça. transition, allez, je suis ouvert, je vais tirer. Oui, comme c'est des forts joueurs. Exactement ça. Ça joue chacun son tour. Allez, Wade Baldwin à toi, Lorenzo Brown à toi, encore Wade Baldwin. Ah bon, il y a Bonzi Colson qui est ouvert une fois, on va lui mettre la balle. Puis après, derrière, ah, c'est à mon tour. C'est horrible. Ouais. Ah, c'est horrible. Non, donc, ouais, je suis d'accord. Et du coup, mon dernier flop, Kevin Pangos. Bah, j'en ai déjà parlé un peu. Le pauvre, tu veux qu'il fasse quoi? Non, mais attends. Moi, je me souviens, en plus, je l'avais pas sorti, mais j'avais presque fait j'avais fait les images pour une analyse de Pangos, parce que l'année dernière, il m'avait sorti des matchs avec Milan. Il me régalait du drive, des crosses, des tirs à 3 points, des passes aveugles et tout. Franchement, c'était un très très fort meneur. Je le vois arriver à Valence. Alors, c'est vrai que le poste est bouché, mais bon, il n'y a pas non plus, à part Chris Jones. Bon, Jovic aussi qui peut apporter, mais pour moi, Pangos, c'était quand même au-dessus. Même si Jovic avait le record de passes décisives jusqu'à récemment, on va en reparler, mais voilà, je suis un peu déçu de son apport. J'étais content pour lui qu'il ressort, tu vois, un peu comme Evan Fournier. Ok, il est parti des Knicks. À voir comment ça va se passer pour lui, mais bon, Pangos pour l'instant, en plus, si Valence sort du play-in, franchement, ça n'aura pas été bonne opération. C'est bon pour les flops, je pense. Ouais. Ok, on peut passer sur le 5 de la journée, et là, il y a des trucs à dire, c'est parti. Alors, je préviens tout de suite, mon 5, c'est pas un 5. Franchement, moi j'ai réussi. Moi je pensais que j'allais mettre que des petits et j'ai réussi à faire un 5 correct. Moi c'était impossible, je suis désolé. En fait, il y a que des. Il y a plein de joueurs qui ont été bons, mais vas-y, je pouvais pas exclure des gens. Parce que par rapport à ce qu'ils ont fait. Bon, déjà, on est d'accord qu'il n'y a pas Cody Miller-McIntyre. On est d'accord qu'il y a Cody Miller-McIntyre. Ok. Et il arrive en premier même. Là, on va dire les termes. Il Cody Miller-McIntyre, la performance de l'année. Oh oui. La performance de l'année. Oh là là. Record de passes décisives. 20 passes décisives. Et encore, il aurait pu en faire 23-24 si Marcus Howard et Marinkovic n'avaient pas raté des trucs faciles. En plus de ça, il fait un triple-double. Oui. Dans une victoire. Oui. C'est un meneur qui prend 11 rebonds, qui fait donc 20 passes, on l'a dit, 11 points. Franchement, c'était 42 déval. Ouais. C'est la meilleure rival de l'année. Ah bon, il n'y a pas quelqu'un qui a fait 44 cette année? Ah, peut-être Shane Larkin, non? Oui, je crois. 44 ou 41? Bah attends, on va regarder. Regarde, j'ai un doute. Mais j'ai un souvenir de plus de 40 aussi. Ah, regarde. Ou Mathias Le Sort, non? Non, Mathias Le Sort, il a pas fait... Il a dû faire un 38 comme ça quand il a fait son 23-13, mais continue ton truc. Mais... En tout cas, oui, sur Cody Miller-McIntyre, la performance de l'année, je suis tout à fait d'accord. À la mi-temps, il était déjà à 10 passes, il était déjà à 7 rebonds, je crois, et à 5 points, 4 ou 5 points, ce qui est c'est ridicule parce que quand tu joues au basket, c'est les points généralement qui arrivent en premier. Lui, c'était déjà les passes et les rebonds. Ce qu'il a proposé sur le match, il était intenable, et à un moment, sur la fin du match, il s'est dit, bon, ouais, on va commencer un petit peu à mettre quelques points, histoire de... Et il est parti chercher ce triple-double qui est historique. Il faut savoir que en Euroleague, avoir des triples-doubles, c'est pas tout le temps, c'est pas la NBA. Hein. Ah ouais. On est sur un format de 40 minutes, il y a de la transition, mais beaucoup plus de jeux demi-terrain. Les espaces sont plus serrés, il n'y a pas les 3 secondes défensives. Donc forcément, c'est plus compliqué d'avoir les espaces. Dans le jeu de Vitoria, qui est un jeu qui est relativement ouvert, avec les Marinkovic, avec les Shima Moneke, les Marcus Howard, bien sûr, ça peut aider, mais il faut voir comment il a dominé le match, il a dominé le rythme de ce match-là. C'était impressionnant. C'est le 3e à faire un triple-double, parce qu'il y en a un qui en a fait 2 fois. En fait, ouais, il avait fait 41 chez Larkin. Chez Larkin contre Berlin. C'est ça. Il avait fait 32, 4-4, avec des très bons pourcentages, et beaucoup de fautes provoquées, mais je suis pas sûr qu'il y ait plus que 41. Voilà, donc c'est la meilleure rival de l'année. Mais après, quand tu fais triple-double déjà, t'envoies, tu provoques des fautes et tu fais 20 passes D, logique. Et franchement, donc, voilà, c'est le 3e mec. Donc Nikola Tesla a fait triple-double. Il y a, comment il s'appelle, Nikola Vucic qui a fait aussi triple-double, il l'a fait 2 fois, en 2005 et en 2006. Il a fait du travail de recherche. Bien sûr. Et du coup, maintenant, notre ami Cody Miller-McIntyre, qui est ce 3e joueur, et c'est le 4e triple-double dans l'histoire de l'Euroleague. Donc c'est encore une performance hallucinante. Et bien sûr, tant qu'à faire, quand on fait un triple-double, autant battre d'autres records en même temps. Il a pris le record de passes sur un match d'Euroleague. Il a fait 20 passes. C'était 17, hein. 19 le record. C'était pas 17 ?
19, je crois. Ah, ok. Non, ok, ouais. 19. Ou 18. Non, 19. Ok. On peut regarder, on peut vérifier, hein, mais je crois Je crois que c'était Stefanovic et quelqu'un d'autre. lui, il était à 17 et justement, avec 19, il égalait et à 20, il passait. Ouais, 19, il a fait Jovic. Et donc voilà. Donc non, franchement, la performance, il a battu 2 records en même temps. La performance, c'est historique. Et en plus de ça, dans une victoire, donc quel plaisir. On est d'accord pour Cody Miller-McIntyre. Franchement, c'était un mec auquel on ne s'attendait pas forcément au début de saison qui performe comme ça. On le redit. Grosse saison de Cody Miller-McIntyre. J'espère vraiment que Victoria va pas sortir du play-in ou quoi, parce qu'on sait jamais qui va sortir. Mais voilà. Ok, ton poste 2. Sylvain Francisco, on a déjà dit, intenable en 1 contre 1. Il met des gros tirs, c'est pas la première fois qu'il met des gros tirs. Même dans les défaites, c'est lui qui ramène souvent le Bayern. En plus de ça, il n'est pas vraiment ciblé défensivement, il apporte défensivement, il a progressé défensivement par rapport à ce qu'on a pu voir, par exemple à la Coupe du Monde l'année dernière. On en avait parlé la semaine dernière sur l'équipe de France. Alors à voir, est-ce qu'il y aura Thomas Hurtel, mais s'il n'y a pas Thomas Hurtel, pour moi tu ne peux pas ne pas prendre Sylvain Francisco avec la saison qu'il fait, parce que c'est des statements, tu vois, de mettre ces shoots là et tout. Bon bah voilà, c'est aussi, maintenant j'ai l'expérience, je suis pas un rookie, je vais pas arriver, je vais pas avoir chaud dans les moments chauds, tu vois, j'ai vécu des gros moments dans la plus grosse compétition européenne, et voilà, j'arrive avec un autre statut. Donc on a vu que tous les meneurs français se sont fait couper de NBA, que ce soit Kylian Hayes, que ce soit Franck Tilikina, Malédon qui joue pas au Suns. Au bout d'un moment, il faut donner la chance aux mecs qui jouent et qui performent. Je suis d'accord, il y a Erwan qui disait la même chose. Sur First Team, il disait au bout d'un moment, voilà, il y a une hiérarchie, c'est bien, d'accord, tu peux avoir du crazy, sauf qu'il y a des mecs qui performent en Euroleague, qui jouent, donc tu dois aussi le prendre en compte. Et ça me fait penser tout de suite à une image. J'ai eu l'image d'Antoine Griezmann quand il était au Barça. Et à un moment, il jouait moins, il était moins performant, sauf que Didier Deschamps, il appelait quand même Antoine Griezmann. Et il y avait d'autres joueurs qui étaient plus performants que Griezmann à ce moment-là. Donc c'est exactement la même logique. Est-ce que Griezmann était bon en équipe de France après ? Après, en équipe de France, oui, il était bon. Parce que tu peux dire la même chose sur Evan Fournier, mais bon, Evan Fournier pour moi a quand même plus de. Mais prends le rapport, je parle pas d'Evan Fournier parce qu'Evan Fournier est un cadre de l'équipe et qu'on sait que quand c'est ça, c'est un cadre de l'équipe. Ouais, oui. Mais Griezmann aussi, c'est un cadre de l'équipe en équipe de France. Non, mais ce que je veux dire, c'est que du coup, Franck Tilikina, pour l'instant, pour moi, c'est pas un cadre de l'équipe de France. Il a fait une bonne campagne. C'est pas un cadre, mais quand il est en équipe de France, il taffe. Ouais. Autant qu'il a tout ça, c'est un autre sujet parce que voilà, il a jamais joué encore avec l'équipe 1. Mais Franck, quand il est là, il taffe. De toute façon, apparemment, je pense que Thomas Hurtel, ça va être mort. Hein. Oui, je pense. Moi, je pense qu'ils ont dit faut qu'il change de contrat avant avril, et avril, c'est impossible. Donc, moi, je pense qu'il va pas jouer. Donc, mais du coup, donc pour moi, tu prends Sylvain. Sylvain, Andrew et Franck. Bah ouais. Ok. T'as un meneur, on va dire, vraiment défensif, t'as un meneur créateur avec Sylvain, et t'as un meneur de longue taille qui fait un peu des deux. Donc Evan et Nando sur le poste 2. Oui, et Bilal. Bilal qui ? Koulibaly. C'est un poste 3, chef. 2-3, c'est pareil. Oui. Il peut jouer tous les postes. Hein. Poste 5. Ok. Voilà, bref, on a déjà parlé de l'équipe de France. Poste 3, c'est qui ? Kylian Evans. Ouais, moi j'ai mis Shane Larkin. Mais j'aurais pu mettre Keenan Evans, mais j'ai regardé juste l'éval et j'ai vu que Shane Larkin avait une meilleure éval. Mais Keenan Evans fait un énorme match, je suis d'accord avec toi, c'est pas scandaleux de l'avoir mis. Peut-être que t'as mis Shane Larkin en poste 4, non. Je sais pas. Mais j'ai hésité, hein. J'ai hésité. Voilà, on l'a dit, Shane Larkin qui fait 19 dévals en première quart-temps, qui finit le match avec des gros tirs, voilà, qui fait une saison monstrueuse, hein, faut le dire, même si les fesses collectivement ne performent pas. Keenan Evans, c'est pas scandaleux, je suis d'accord avec toi, il aurait pu y être, mais bon, j'ai fait des choix et j'ai essayé de respecter plus ou moins les postes. En fait, c'est ça, moi cette semaine j'ai dit je respecte pas les postes, j'aurais pu mettre que des petits. Bah moi j'aurais pu mettre que des petits, parce que j'aurais pu mettre Kendrick Nunn, j'aurais pu mettre... C'est ça. Mais après j'ai quand même trouvé 2 grands qui étaient pas mal. Ok. Moi j'ai mis Shavon Shields sur poste 4. Ah bah moi j'ai mis Mirotic. Mais bon, pareil, hein, tu peux mettre les deux, ils font 29 dévals. Alors Mirotic c'est mon poste 5 cette semaine. Ah ok, bah t'as mis 2 joueurs des Milan. Ouais, okay. Non. Il tape le Real, il les tape bien, et en plus les deux sont vraiment les artisans de cette victoire. C'est-à-dire que j'ai du mal à me dire, ouais mais non, mais Mirotic met des gros tirs à la fin, mais Shavon Shields fait tellement un match exceptionnel aussi que j'étais incapable de dissocier l'un de l'autre. Bah écoute, moi mon poste 5 c'est Willy Hernan Gomez. C'est vrai qu'il a taffé. Parce qu'il a fait un gros match. Pour une fois, il a le meilleur plus-minus de son équipe. C'est vrai. Et voilà, j'ai trouvé 18, un poste 5. Il fait 18 points, mais il fait plus d'éval, je crois. Oui, il fait 27 d'éval, ouais, voilà. 18 points, 7 sur 8 tirs à 2 points, 4 sur 6 au lancer. Des rebonds, ouais. Voilà. Non, donc c'était correct de le mettre en poste 5. Du coup, j'ai une équipe plutôt équilibrée. C'est vrai. Donc je suis plutôt content de moi. Ouais.
Bon, on est bon? On est bon. J'ai un petit débat en rapide, parce que là, je sais que l'appareil photo commence à surchauffer. Donc, on va lancer le débat en rapide, et ce sera pas très poussé, mais je vais avoir ton avis sur un truc. C'est parti pour le débat. Les fautes offensives après avoir lâché la balle. Ah. La spécialité de John Brown. Ouais. Qu'est-ce que t'en penses? Est-ce que pour toi, c'est une règle qui est justifiée, qui est juste? Est-ce que c'est une règle qui doit être changée? Qu'est-ce que t'en penses? Alors, pour moi, c'est une règle qui est juste parce que tu dois maîtriser ton corps jusqu'au bout de l'action. Ça veut dire que si tu vas trop loin, même si tu t'as lâché la balle, bah ouais, mais au bout d'un moment, comment dire, tant que t'as pas reposé les deux pieds au sol, t'es dans la continuité de l'action. Donc pour moi, c'est des fautes qui sont existantes. C'est comme un tir sur un tir. Si je tire à 3 points, que toi tu sautes derrière, tant que j'ai pas reposé les appuis, bah ouais, je suis dans la continuité de mon tir. Donc pour moi, il y a des fautes. Oui, mais c'est pas ça la règle. Mais le problème, il est là. Le problème, c'est que c'est pas ça la règle. Le problème, il est là, c'est que c'est pas ça la règle. Mais pour moi, ces fautes-là, c'est des fautes offensives, même si des fois on dit ah putain, c'est chiant, etc. Tu dois maîtriser ton corps jusqu'au bout de l'action. Bah moi, tu vois, je suis pas d'accord avec ça, parce que dans ce cas-là, toutes les contestations à l'opposé de la balle, où tu bumpes le mec et que t'as juste à tomber parce qu'en fait le mec il va courir et qu'en soi-disant il maîtrise pas ton corps, si tu te mets devant, tu tombes, et bah ça va être des fautes offensives. Mais parfois, Pour il y en moi, hein? Parfois, il y en a. Ouais, mais pour moi, c'est stupide. Dans le sens où l'attaquant lit l'aide, il lâche la balle. Une fois que la balle est partie, on s'en fout de ce qu'il fait. Et puis surtout que, en général, c'est pas des mecs qui arrivent genre en mode ils défoncent le mec. C'est le mec qui s'est mis hors de la zone de non-charge, il se laisse un peu tomber parce qu'il y a un peu de contact, sauf faute offensive. Avec la règle comme elle est sifflée, c'est très bien joué par exemple pour John Brown et tout de savoir se servir de ça. Maintenant moi je trouve que c'est contre l'esprit du jeu, dans le sens où, ok, bah, le mec il a lu l'aide, bah, fais la rotation, tu vois, plutôt que de chercher à jouer sur un mec qui a plus la balle en fait. Parce que dans ce cas-là, si tu appliques cette règle-là concrètement sur tous les mecs qui sont sans ballon et qui maîtrisent pas leur corps entre guillemets et qui vont rentrer, bah, tu fais des fautes, il y a des fautes offensives toutes les actions. Mais Rien que sur des prises de position. Alors oui, mais pour moi, c'est pas forcément il a lu l'aide, c'est aussi bah, le défenseur se place là, lui il lâche la balle, mais tu dois maîtriser ton corps jusqu'au bout en fait, t'es toujours en mouvement. Donc forcément, sinon c'est trop facile. C'est-à-dire qu'à chaque fois tu peux pousser un mec et après lâcher la balle et dire bah ouais mais tu as lâché la balle. Non, tu pousses pas un mec et ensuite tu lâches la balle. T'as lâché la balle et ensuite il y a un mec qui se met devant toi. Non, c'est différent. C'est ça les fautes. C'est pas ensuite il y a un mec qui se met devant toi, c'est le mec il est positionné, oui. Il arrive, toi tu lâches la balle au moment, avant. Et tu lâches la balle et après tu lui rentres dedans. Bah oui. Ouais, c'est faute. Bah pour moi je trouve que c'est des fautes qui sont pas justifiées, qui sont pas dans l'esprit du jeu. Donnez-nous vos avis en commentaire, n'hésitez pas à débattre avec nous et à dire que Bradley, une fois de plus, ne connaît rien au basket. Je ne veux pas entendre ta réponse. Sur ce, n'oubliez pas, t'as oublié encore dans l'intro de dire de s'abonner. Faut s'abonner. C'est l'intro là? Bah, on le dit tout le temps. On fera au montage, t'inquiète. Salut ici. À tous. Bienvenue dans la Ici là, regardez, on va mettre un petit... Ouais, ici, parce que c'est en haut à gauche que je peux mettre, j'ai vu la semaine dernière, donc c'est là. Donc, abonne-toi, viens débattre avec nous sur YouTube, parce que c'est important pour l'algorithme. Voilà. Like, bien entendu. Et surtout, le plus important, partage. Ok, merci Brad. T'es vraiment fait pour être influenceur. Oui. Ok, bah merci à tous d'avoir regardé. Là, il n'y a pas de match avant le 29 février parce qu'il y a les fenêtres. Donc je ferai peut-être des vidéos tout seul dans ma chambre sur si par exemple Ricky Rubio commence à jouer en ACB ou des trucs comme ça, tu vois. J'ai déjà dit, tu sais, qu'à chaque fois que je dis à mes clients, ouais, il y a mon pote, il vient, on fait des vidéos dans la chambre, il me regarde bizarre. Mais donc voilà. Donc dans 3 semaines, 2-3 semaines, reposez-vous bien. Prenez soin de vous, regardez l'Euroleague. Moi, je vais peut-être regarder des petites finales des années précédentes parce que tout ça est disponible sur Switch pour me régaler un petit peu. Et voilà, n'oubliez pas de vous abonner et bisous à tout le monde.